Entre Jojo Rabbit et cette série, il faut dire que ce mois-ci, les nazis étaient à l'honneur. Et comme je vais parler nazis dans cette vidéo, partage-la tout de suite pour aider à la référencer. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Hunters, la nouvelle série Prime Video, qui est produite par Jordan Peele, qui est avec Al Pacino et qui est écrite par un juif. Et dit comme ça, c'est très bizarre. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est écrit par un juif qui a eu sa grand-mère qui était dans les camps. Et donc du coup, ce qu'il essaye de balancer dans cette série, c'est notamment les témoignages que sa grand-mère lui a donné à propos des camps. Parce que la série est inspirée d'histoires vraies. Alors attention, hein, tout n'est pas basé sur des faits réels. Hein. Par exemple, les chasseurs de nazis, comme tu les vois dans cette série, ne sont pas les vrais chasseurs de nazis. Les vrais chasseurs de nazis, ils sont pas là en train de te dire « On va aller les buter !» C'est plutôt « On va aller les dénoncer ». Mais il y a des choses vraies qui sont vraiment glaçantes. Par exemple, le fait que le gouvernement américain ait recruté des anciens nazis pour l'avancée spatiale, ça c'est vrai, et pas seulement pour l'avancée spatiale non plus d'ailleurs. Mais bon, c'était pour le bien de l'Amérique, hein. Donc arrêtez de vous énerver derrière votre écran. Les Américains sont gentils, d'accord? C'est vrai que j'ai pas encore fait le synopsis, c'est assez simple. C'est un gars de 19 ans, sa grand-mère se fait assassiner, il veut découvrir qui est le coupable, et en essayant de découvrir, il va se retrouver avec des chasseurs de nazis. Et des chasseurs de nazis qu'il va vouloir intégrer. Et donc du coup, on va suivre cette bande en train de buter des nazis un par un. Et qui va découvrir un gros complot. Ah, c'est les nazis, hein, c'est... Donc qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça? Tout d'abord, le scénario, il est vraiment, impeccable. C'est un truc de ouf, il y a tellement de rebondissements, il y a peut-être un ou deux éléments qui étaient prévisibles, que j'ai vu venir, mais pour le reste, putain, mais j'ai pris une claque. Tout m'est arrivé en pleine tronche, quoi. À un moment, il y a un personnage, il lui arrive telle chose, tu crois que c'est définitif, sauf que non, en fait, on t'a carrément surpris. Le final, voilà, il n'y a pas de spoil, hein, mais le final, waouh, la claque. Je m'attendais pas à être surpris comme ça, en fait. Et même en réfléchissant, à me dire peut-être que je me suis fait avoir parce que j'étais plongé dedans, c'est pas parce que j'étais plongé dedans, c'est parce que c'était suffisamment bien écrit pour pas que je m'en rende compte. C'est à la fois fun et tragique. C'est fun parce que l'équipe rappelle beaucoup des équipes comme Kick-Ass, comme The Boys, qui est un peu, même pas un peu, mais très borderline, qui va les dégommer du nazi, un peu à la Inglourious Basterds. Mais c'est aussi tragique parce que t'as quand même des flashbacks sur les camps. Et les camps, de ce qui est raconté, globalement, c'est des vrais témoignages de la grand-mère. C'est des choses qui se passaient vraiment dans les camps. Bon, la partie d'échecs, je sais pas, mais connaissant les nazis avec leur imagination débordante, hein, ça aurait pu être le cas. Donc on passe par plein d'émotions. On passe par plein d'émotions dans cette écriture, hein, parce que comme je le dis, il y a le côté fun, il y a le côté on va buter des nazis, et donc ça c'est assez cathartique. On a le côté, voilà, devoir de mémoire, qui est très important dans cette série. Et puis, ça joue pas que dans l'écriture, ça joue aussi dans la mise en scène. Le côté camp est filmé, il est très froid, très austère. Il y a des scènes qui nous font sortir de la diégèse, comme par exemple, je sais pas, il y a un moment, il se croit dans un jeu télévisé, ou alors à un moment, il se présente un par un au début de la saison. Donc ça n'appartient pas à l'histoire, c'est un truc en aparté, totalement what the fuck, qui permet une transition et qui permet aussi de souffler un petit peu, parce que c'est vrai que le personnage principal à qui on va s'identifier, donc Jonah, il en prend plein la gueule, quoi. Et Jonah, tu vois bien que c'est les scénaristes qui se projettent. Et si c'est aussi puissant de subir tout le mal-être de Jonah, c'est aussi parce que les acteurs sont incroyables. C'est des acteurs que tu vois pas souvent. Mais quand tu les vois, tu te dis ouais. Moi, la plupart, il y en a une, Mandy, elle, je l'avais vue dans une sitcom, je l'avais vue dans Mon Oncle Charlie. Après, j'ai vu le gars qui joue Lonnie Star, qui joue dans How I Met Your Mother. Voilà, c'est des gens que j'ai découverts dans des sitcoms et que je savais, pour Lonnie Star, le gars qui joue Lonnie Star, je sais bien qu'il est capable de ce genre d'émotion. L'autre, après, je l'avais vu que dans des sitcoms, elle jouait la meuf, la belle-mère complètement pétée à la weed, donc c'est encore assez différent, et là je l'ai vu faire autre chose, et c'est incroyable. Et en plus de ça, il y a Al Pacino, quoi. Al Pacino. Entre The Irishman et cette série, c'est le grand retour d'Al Pacino. Mais il suffit pas d'avoir que des bons acteurs, il faut aussi que les personnages soient très bien écrits. Et là-dessus, c'est une des forces de cette série. C'est de plus en plus rare quand même d'avoir des personnages qui ne sont pas des archétypes. Là, on a clairement une évolution de chaque personnage a son identité, à son passif, à son histoire, et ça fait qu'ils sont authentiques, ça fait qu'on va être tout de suite intéressé par ces personnages et on va ressentir leurs émotions, on va avoir de la compassion pour eux et de l'empathie parce que
c'est tous finalement des êtres qui sont cassés. Ils ont tous une fissure, ils ont tous un passif qui est assez violent, qui est assez traumatisant. Et donc, ils sont incroyablement touchants, quoi. T'as envie de les suivre, t'as envie de les aider, mais en même temps tu te dis ouais, mais c'est peut-être pas la meilleure voie à utiliser, quoi. Et sur cette question du bien et du mal, il y a une analogie qui est super intéressante, parce que Jonah est un geek, et donc il y a une analogie récurrente à la pop culture, notamment Batman, Star Wars aussi, dès le début de la série, et je pense vraiment que les deux œuvres importantes, les deux univers importants à prendre en analogie avec cette série et son propos sur le bien et le mal, ben c'est Star Wars et c'est Batman et Robin. Al Pacino et Jonah, c'est un peu Batman et Robin. C'est le vieux de la vieille qui a vraiment plein de choses à apprendre à son héritier, à celui qu'il prend sous son aile, et donc ça c'est Robin. Et donc du coup, il y a quelque chose de très intéressant sur la manière, sur la vision des choses. C'est-à-dire que Batman et Robin, ça a toujours été des personnages qui avaient une vision assez différente. Et c'est pour ça que Robin, donc Dick Grayson, s'est détaché de Batman pour devenir Nightwing, parce qu'il voulait plus être dans les pas de Batman, parce que sa manière de faire n'était plus celle qu'il voulait mettre en place. Et Meyer et Jonah, c'est aussi Dark Vador et Luke. Et là-dessus, je ne vais pas t'en dire plus parce que je vais spoil sinon, mais si tu penses au final du Retour du Jedi, avec Dark Vador, Luke et Palpatine, ça devrait te parler avec quand même un moment crucial, voilà, sur le dernier épisode. J'en dis pas plus, hein, mais réfléchis-y si tu as vu la série, parce que je veux pas en parler là, mais il y a une analogie assez intéressante sur le bien, le mal, que faire, ne pas le faire ou pas. Bon là, si t'as pas compris, je peux pas t'aider plus. Et c'est pas non plus étonnant qu'il y ait une analogie avec la pop culture, parce que, mine de rien, de la manière dont c'est écrit, t'as l'impression quand même que c'est un geek qui a écrit ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment un petit côté comic book, mais typique des années 70, avec une bande de vigilantes, comme si t'avais une petite armée de Frank Castle. D'ailleurs, Frank Castle, donc le Punisher, il est abordé 2-3 fois dans la série. Et c'est comme si on avait les Punishers, dans les années 70, qui combattaient les nazis avec une histoire typique des Silver Comics, du Silver Age, où t'as les méchants nazis qui font leur retour, qui complotent, etc. quoi. En plus, en pleine guerre froide, donc voilà, quand c'est pas les communistes, c'est les nazis. Et donc, ouais, il y a quelque chose de très comic book qui est renforcé aussi par les apartés complètement fun. Notamment, je me rappelle qu'à un moment, quand ils font la présentation des personnages, Al Pacino, lui, derrière lui, il a des cases de comics. Donc vraiment, on retrouve encore ce côté super-héros. Le meilleur ami de Jonah, par exemple, il essaye de définir Jonah comme un Batman ou un Robin. Et donc, cette analogie, elle est constante et elle est super importante pour comprendre un peu si on peut les considérer comme des héros ou alors si on peut les considérer comme des vigilantes un peu psychopathes à la manière du Punisher. Et finalement, est-ce que l'extrême pour un vigilant, est-ce que ça fait de lui un héros? Ou alors est-ce que finalement il est comme les monstres qui l'attaquent? Et là aussi, là où ça fait aussi comic book, c'est que les méchants, bah c'est les méchants quoi. Contrairement à nos héros, clairement, ils ont pas de background les méchants. Ce sont des méchants parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils veulent faire le mal. Enfin, tu vois, c'est vraiment typique d'un comic book. C'est pour ça que je pense qu'en comics, ça ferait, ce serait très bien. Mais je veux pas de comics, je veux une saison 2. Voilà, je veux une saison 2. C'est vraiment un plaisir de la suivre. Moi, je vous le dis, clairement, c'est sorti vendredi, j'ai commencé vendredi, et j'ai terminé samedi. J'ai terminé samedi matin, quoi. J'étais comme un ouf, quoi. Je l'attendais depuis très longtemps, et je m'attendais pas à ce que je sois autant fasciné par cette histoire. J'ai même versé une petite larme. Donc en termes d'écriture, c'est génial, que ce soit l'écriture du scénario avec ses rebondissements, ce genre de choses, ou que ce soit l'écriture des personnages, qui permet justement certains rebondissements, hein. L'un ne va pas sans l'autre en fait, tout s'emboîte très très bien, c'est génial quoi, et tu sens que le scénariste est investi parce qu'il y met de son cœur, il met de son histoire, et c'est intéressant de voir que c'est très bien pour faire le pont avec les nouvelles générations. Plutôt que de leur faire regarder Nuit et Brouillard par exemple, et tu peux leur faire regarder ça à la rigueur. Peut-être qu'ils trouveront ça moins barbant, même si je trouve pas que Nuit et Brouillard est barbant, hein. Personnellement, Nuit et Brouillard pour moi c'est un truc à voir absolument. Mais ce que je veux dire c'est que
c'est un peu plus dans la fiction et un peu plus dans de la narration conventionnelle pour peut-être donner envie aux jeunes de s'intéresser à la Shoah et au mouvement nazi quoi, dans sa globalité. Donc je pense vraiment que le mec a voulu faire ça quoi. Faire le pont entre les derniers rescapés des camps qui commencent quand même à se faire vieux et les nouvelles générations qui, elles, n'ont jamais été confrontées à ça quoi. Et c'est pour ça que Jonah, c'est important que ce soit un jeune de 19 ans, c'est parce qu'il peut permettre de faire le pont entre les générations. Donc ouais, en termes d'écriture, c'est génial. Après, en mise en scène, c'est aussi intéressant. C'est classique, bien que on commence quand même par un plan séquence, hein, si je dis pas de bêtises, dans le premier épisode. Et donc ouais, c'est assez classique, mais il y a quand même des plans qui sont marquants, notamment au niveau de la géométrie. Le jeu d'échecs, qui revient souvent. Le jeu d'échecs, c'est assez intéressant. Parce qu'à un moment, sur un plan, on a deux personnages assis dans un fauteuil, le jeu d'échecs en premier plan, et donc eux, ils sont à l'arrière-plan, et ils sont chacun de leur côté du jeu d'échecs. Au début, tu te dis, oui, bah, c'est les blancs contre les noirs, tu te dis, il y a un affrontement idéologique, mais en fait, ça va peut-être plus loin que ça, par rapport à ce que tu apprends à la fin de la saison. C'est-à-dire que tu te dis, ouais, en fait, ils étaient pas en affrontement idéologique, c'était beaucoup plus que de l'idéologie, quoi. Et du coup, c'est intéressant de voir que ils ont fait un plan très symétrique avec les pièces d'échecs chacun de leur côté et qui vont dans la direction des acteurs. Donc, il y a des très bonnes idées de mise en scène, mais c'est pas non plus. Tu vas pas te dire, waouh, ils ont fait un panneau de malade, waouh, ils ont fait une transition de ouf. Ça reste quand même assez classique, mais ça fait le taf, quoi. C'est très prenant. Donc ouais, franchement, c'est génial. J'attends que la saison 2, je suis encore sur le cul là, j'ai pas encore fini d'y repenser, hein, clairement. Et moi je peux que vous dire de la voir quoi. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, bah c'est génial. Génial parce que comme je le dis, l'écriture, la mise en scène, les acteurs, l'écriture de leurs personnages, on passe par plein d'émotions différentes. On a aussi quelque chose qui est typique de Jordan Peele, et c'est pas pour rien finalement qui produit ça, c'est que dans la mise en scène, le nazi est quand même présenté comme un personnage de film d'horreur, en tout cas au début de la saison, parce que Jonah n'a pas les armes contre ces nazis. Et donc on a des gros plans avec des éclairages assez marqués sur le rouge par exemple, et on voit un visage qui est limite maléfique, et donc Jonah, lui, il est confronté à ça, et comme il connaît pas encore cet univers, et ben on peut les voir comme des personnages de slasher, voilà, comme un Jason, comme un Michael Myers. Donc il y a quand même pas mal de choses qui reviennent de Jordan Peele, hein. Moi, quand j'ai vu certains plans de nazis en gros plan comme ça, j'ai pensé à certains plans de Get Out. Donc ouais, ça passe par plein de mouvements. T'as du thriller, t'as du film d'horreur, t'as de la comédie, t'as du drame, tu passes par plein de genres différents, et ça c'est très intéressant, et j'ai l'impression qu'on le fait de plus en plus, notamment grâce aux Coréens qui savent faire ça d'une très bonne manière, hein. Bong Joon-ho fait ça très bien. Et donc, j'ai l'impression que de plus en plus, on essaye de créer des séries et des films avec plusieurs genres cinématographiques différents au sein d'une même œuvre pour essayer de créer quelque chose de nouveau. Parce que c'est vrai qu'au niveau de certains discours dans la série, genre « Ah, c'est pas bien, tu choisis la mauvaise voie », tout ça, ça peut évoquer quand même des trucs vus et revus. Mais heureusement, ça fonctionne, tout ça parce que on a ce côté mélange de genres. Donc voilà, c'est génial, je le répète. J'en perds mes mots tellement j'ai pris une claque. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire si t'as envie de la voir. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. D'ailleurs, je vais en défier certains parce qu'il faut vraiment que vous voyez cette série. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!